aussi d'être aussi nombreux. Et je remercie aussi l'équipe du Web Today de me donner l'opportunité de venir vous parler aujourd'hui du journalisme, et plus particulièrement du journalisme numérique, qui a beaucoup évolué, évidemment, depuis l'arrivée d'Internet. Peut-être juste vous préciser 2-3 choses sur d'où je parle. Moi, j'ai commencé dans le métier en 96. Voilà à quoi ressemblait le site du Monde en 1996. Vous voyez que ça a pas mal changé depuis. Et à l'époque, il faut le dire, Internet pointait juste dans les rédactions, et c'était surtout perçu par les médias comme un canal supplémentaire de diffusion pour des contenus qui étaient déjà publiés sur papier ou par les ondes, diffusés par les ondes. Et je pense que par la suite, toutes les rédactions dans lesquelles j'ai pu travailler, les journaux pour lesquels j'ai travaillé, avant d'en accompagner un certain nombre dans leur transformation digitale avec West Media Lab, tous ces journaux ont été impactés de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait tous imaginé à l'époque. Je vais pas vous parler vous annoncer la prochaine grande révolution qui va sauver les médias ou le journalisme. Je pense qu'il faut être assez modeste sur ce sujet-là. On s'est beaucoup planté. J'ai emprunté cette slide à Jérémy Kaplan, qui est prof à l'université de New York, prof de journalisme. Voilà, la dernière révolution annoncée pour le journalisme, c'est le blockchain. Moi, j'ai plutôt vous parler du métier et des pratiques du métier de journaliste, et de comment les technologies ont vraiment fait évoluer ces pratiques qui sont nombreuses. Et donc, je vais essayer en moins de 40 minutes de vous faire une brève histoire du journalisme numérique sur 20 ans, et aussi vous dresser un panorama des pratiques actuelles. Donc je vais à la fois parler de journaux prestigieux comme le New York Times, qui nous inspire par son exigence, par sa capacité à innover, mais je vais aussi vous parler de la Charente Libre ou de journaux locaux qui ont aussi beaucoup évolué dans leurs pratiques, donc du global au local, et m'intéresser à toutes les formes de journalisme, que ce soit généraliste, spécialisé, journalisme politique ou militant, sportif, voilà, sur différents types de supports, international, local. Voilà les 7 familles du journalisme numérique que je vous propose d'explorer le temps qu'on va passer ensemble. Donc le conversationnel, le liquide, que je vous expliquerai, le temps réel, le long cours, ou slow journalisme, le collaboratif, le computationnel, pour prendre des mots français un peu franglais, pour dire journalisme assisté par ordinateur, et le journalisme immersif. Donc cette famille, qui évidemment c'est commode aussi là, pour vous faire cette synthèse aujourd'hui, pour organiser mon propos. Dans la réalité, tout ça est très poreux, et je pense qu'on le verra ensemble au fur et à mesure. Première famille, et je pense que c'est un des changements les plus importants, peut-être le plus discret aussi, parce qu'il s'est fait sans effet waouh, c'est pas très spectaculaire comme changement, mais c'est un changement qui est profond. C'est la conversation. Aujourd'hui, on dit conversation, avant on aurait dit interaction ou lien avec le public. Mais il faut quand même avoir en tête qu'avant Internet, les occasions pour une rédaction et pour un journaliste d'échanger directement avec son public, elles étaient quand même, ces occasions, somme toute, assez rares, quoi. Évidemment, les rencontres sur le terrain, l'antenne ouverte pour la radio, le courrier des téléspectateurs ou des lecteurs, ça c'était des modes d'interaction. Mais là maintenant, la conversation, elle est devenue permanente avec le public, y compris avec des gens qui vous lisent ou qui vous écoutent qu'à moitié ou pas du tout, mais qui commentent quand même ce que vous faites. Et donc ça, je pense, c'est un grand changement. Je vous ai mis là une citation que je trouve qui résume beaucoup de choses, enfin, sur la promesse qu'a été en fait cette ouverture vers le public avec le web et le web 2.0 en l'occurrence. Donc c'est Pierre Aski qui est le cofondateur de Rue 89, et je trouve que ça résume bien à la fois tout l'espoir qu'il y a eu dans cette ouverture et sur le participatif
l'interaction, et en même temps la grande claque qui a été celle de beaucoup de médias pure players qui se sont lancés comme Rue 89, qui dit voilà, la fachosphère a une autre peau. Ils n'ont pas su gérer les commentaires. C'était une envie. Rue 89, c'était l'info à 3 voix, les experts, les citoyens, les journalistes. Et ils ont beaucoup œuvré dans ce sens-là, et en même temps, ils ont été complètement débordés par le phénomène. Au point qu'aujourd'hui, depuis beaucoup, ont externalisé les commentaires. Donc, soit en le confiant parfois à des jeunes journalistes, ce qui n'est pas toujours évident, c'est parfois les moins expérimentés qui se retrouvent à faire une sorte de sport de combat, d'aller se confronter aux commentaires qui ne sont évidemment pas toujours constructifs, et qui sont en première ligne, ou à des community managers, quand ce n'est pas directement à des plateformes qui sous-traitent avec une main-d'œuvre bon marché. Il y a beaucoup de grands journaux aujourd'hui, pour lire cette enquête de Street Press, qui sous-traitent complètement leurs commentaires. Certains ont décidé de les fermer, tout simplement. Beaucoup de médias l'ont fait ces 5 dernières années, je dirais. Ça peut être le cas de l'agence Reuters, de CNN. Là, vous avez l'exemple, c'est un édito d'un journal belge qui s'appelle Le Vif l'Express. Ils se sont dit non, c'est plus possible, on ne peut pas gérer, on a une responsabilité d'éditeur, on ferme. Et aujourd'hui, on a des éditeurs qui font la marche inverse, qui se disent bon, il faut renouer le lien, il y a une crise de confiance, de défiance, on ne peut pas fermer les écoutilles, c'est pas possible. L'exemple de Nice Matin, récemment, a décidé de rouvrir à nouveau ses commentaires d'articles. Je pense que c'est une bonne chose et qu'on peut aussi aller plus loin. La Montagne, qui est le journal quotidien de Région Centre, Clermont-Ferrand, valorise ses commentaires. Ils ont monté même un rendez-vous vidéo qui s'appelle Dans ton com. Et en fait, ils chroniquent, ils éditorialisent, ils choisissent les sujets intéressants et ils les mettent en avant dans un rendez-vous régulier. On voit aussi que des médias utilisaient des plateformes tierces. Ça, c'est La Vie du Coin. C'est d'ailleurs un projet qu'on incube à West Media Lab. Et La Vie du Coin c'est une plateforme de questions-réponses, mais permet de valoriser les bonnes réponses et d'avoir des échanges plus qualitatifs et de sortir un peu des affres de Facebook et des trolls et des haters qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et puis, une tendance aussi importante sur les commentaires aujourd'hui, sur la conversation, c'est de déplacer la conversation dans un espace plus privé, plus apaisé. C'est ce que fait Time avec Time+. Il y a pas mal de journaux aujourd'hui qui proposent ça. Ouest France a un espace qui s'appelle La Place, donc c'est pour les abonnés. Parfois d'ailleurs les commentaires sont uniquement réservés aux abonnés. Et puis les abonnés, on leur propose aussi des événements, on leur propose de découvrir les coulisses du journal, du média. Et donc on crée vraiment une relation, alors soit avec une perspective aussi de fidélisation, mais également aussi pour recréer de la confiance plus largement avec le public. La conversation aussi, elle prend d'autres formes, des formes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le boulot notamment des médias locaux qui sont très présents dans cette forme de discussion. C'est le matin, ça commence par dire bonjour, tout simplement, sur la page, aux fans, aux super fans, et de parler du temps qu'il fait. Et, déjà, on génère de la discussion, de l'interaction, et d'être présent toute la journée. Et ce lien-là, évidemment, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Une éditrice, d'ailleurs, de la presse me faisait remarquer il n'y a pas longtemps que le mouvement Gilets jaunes a un peu durci quand même les relations, donc de la conversation sympa, on vire assez vite quand même à l'engueulade sur les pages Facebook, mais c'est quelque chose qui finalement est assez récent, qui ne se faisait pas du tout pour les médias et pour les journalistes au quotidien il y a seulement 4 ou 5 ans. Et puis on va aussi vers des formes plus poussées de conversation, notamment avec des robots conversationnels. Je vous reparlerai des robots tout à l'heure. 2 exemples ici, celui de Quartz qui a été
le premier média vraiment à dédier une application conversationnelle, donc très décontractée, sur mobile, sur le mode du chat, et vous amène les infos en créant une discussion. Et vous connaissez sans doute aussi Jam, qui est une belle pépite française qui a 500 000 utilisateurs avec un robot conversationnel sur Facebook Messenger. Voilà, on joue pas mal avec l'actu, il y a des quiz, on teste ses connaissances, et ça c'est vraiment des formes très, très récentes et qui se développent aujourd'hui. Et l'avenir sans doute de la conversation, ça va être un peu plus dans le coaching. The Scheme fait ça, c'est un média très urbain, plutôt féminin, américain, et l'appli se synchronise avec votre agenda, et donc quelque part on rentre aussi dans votre vie pratique, on vous donne des conseils, et le journaliste devient aussi une sorte de coach. Bon, est-ce que c'est encore du journalisme ? Le débat est ouvert, mais ça, en tout cas il y a une tendance à s'insérer de plus en plus dans la vie de chacun. Et évidemment, je pense à un des nouveaux sujets aussi, c'était d'ailleurs abordé précédemment, juste avant moi sur cette précédente conférence, c'est la voix, les assistants voix. Les médias commencent à y aller, je pourrais citer le Telegram ici, ou les Échos qui sont présents sur Google Home ou sur les plateformes d'Amazon. Pour le moment, pour lire et donner accès donner à écouter les informations qui sont écrites, mais évidemment, à partir de là, on peut aussi commencer à développer des interactions et des conversations intéressantes. Voilà pour cette première famille du journalisme conversationnel. Alors là, j'ai une autre famille que j'ai appelée le journalisme liquide. Alors pourquoi liquide ? Alors pas seulement au sens où l'entend le philosophe allemand Broman, qui lui parle d'une société liquide qui est soumise un peu au diktat de la vitesse et de la mobilité. Il y a évidemment cet aspect-là, mais je pense aussi liquide au sens où on a un journalisme très modulable qui va s'adapter, notamment aux nouveaux usages, aux nouveaux supports, qui est capable aussi de travailler avec d'autres, qui est beaucoup plus malléable. Et ça, c'est vraiment un journalisme qui se développe fort depuis 10 ans. Alors, il y a un côté pile qu'on va explorer là, ensemble, dans lequel vous allez trouver le journalisme à la demande. Donc là, il s'agit de faire des articles en fonction de ce qu'attend le public. Surtout, et je dirais presque n'importe quoi, vie quotidienne, pratique, et de répondre finalement aux requêtes des internautes sur les moteurs de recherche et d'être capable de faire remonter des articles qui répondent à leurs questions. Ce journalisme-là, il a eu son apogée en 2010 avec des sites comme IO, qui appartient à un groupe qui s'appelle Demand Media, d'ailleurs, un groupe américain. Et il a pris du plomb dans l'aile quand même ça se fait toujours, quand Google a changé son algorithme, justement pour éviter que ce type de contenu, et les fermes de contenu même qui s'étaient développées pour produire ces articles-là, soient systématiquement en haut des pages. Vous avez aussi un journalisme de bâtonnage. Ça, dans le jargon, dans le métier, on appelle ça le bâtonnage. C'est prendre des dépêches, bien souvent des dépêches de l'AFP quand on est journaliste dans une rédaction en France. Et puis on réécrit un petit peu, on change le titre, 2-3 choses. Le but étant rapidement de publier une autre version à sa sauce, on pourrait dire, sur son site. Au point que le graphique que je vous ai mis là, ils illustre une étude qui a été faite par des chercheurs, dont Julia Cagé. L'étude s'intitule « Le prix de l'information », été publiée en 2017. Et eux, ils arrivaient à ce constat que 64% de l'information en ligne aujourd'hui est purement et simplement du copier-coller, 64%, c'est considérable. Donc là, ça pose aussi des questions évidemment sur la plus-value journalistique. Et puis, dans ce côté pile toujours, je dirais qu'on a le journalisme, alors je l'ai appelé pour millennials, c'est peut-être un peu réducteur. Je vois la moyenne d'âge ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent tous ces médias. BuzzFeed qui fait des cartons avec ses quiz.
Voilà, Melty qui a pas mal évolué. Ils ont tous d'ailleurs comme trait commun d'être partis à l'international, de traiter du léger et du sérieux en même temps, ce qui défrise complètement le journalisme à la papa. Et avec quand même des accroches, voilà, c'est travaillé, les titres sont vendeurs, on utilise les techniques du marketing viral. Voilà une forme de journalisme numérique qui se développe beaucoup là, depuis quelques années. Et il y a une autre forme, pour aller voir cette vidéo qui est pas mal du tout, on dirait plus sensationnel, plus trash, qui va, ce qu'on appelle vulgairement le putaclic. Où là, on peut citer des sites comme Topito, comme Fouzine, j'en ai découvert 10 autres il n'y a pas très longtemps. Donc, qui profitent aussi voilà, de la viralité sur les réseaux sociaux. Et là aussi, les changements récents de l'algorithme de Facebook, cette fois, ont un peu calmé les choses, mais c'est quand même des sites qui font d'information. L'information, c'est un type d'information qui font beaucoup d'audience aujourd'hui. Côté face, j'ai mis des choses assez différentes dans cette famille du journalisme liquide. Les vidéos sociales ou explicatives. Vous connaissez Vox avec ses vidéos explainers d'excellente qualité, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant aussi sur Netflix, qui vont mêler archives, infographies, interviews. Brut, que tout le monde a imité, avec plus ou moins de bonheur. Mais voilà, dont des vidéos peuvent dépasser plusieurs millions de vues, avec son format carré, vraiment une belle réussite, un média innovant français. Et qui exploite à plein aussi l'explosion de la vidéo et le fait que les plateformes, Facebook en l'occurrence, ont privilégié fortement ce type de contenu. Et puis, vous avez évidemment dans cette famille l'info en mode stories. Alors, il y a pas mal de journaux qui se mettent aux stories aujourd'hui, de médias. Il y a un rendez-vous qui s'appelle Stay Tuned, qui fait 4 millions d'utilisateurs sur un média américain. France Télévisions, en fait beaucoup avec Slash, l'équipe du Figaro aussi. Là, je vous ai mis un bel exemple qui est ce que fait l'équipe qui travaille en cheville avec un studio qui s'appelle Upian. Et tous les jours sur Snapchat, on snap pour résumer l'actu sportive, voilà, avec de l'animation. Ça, c'est vraiment des nouveaux modes de narration en verticale qui sont développés aujourd'hui par des petites équipes où on travaille aussi avec des graphistes ou des motion designers. Et puis, dans ce journalisme qui s'adapte, on a aussi ceux qui vont aller reprendre les codes du web. Donc là, des choses très différentes. Ça peut aller du rendez-vous flash tweet sur Twitter, qui est un rendez-vous sur la transformation numérique. Donc on crée un média que sur Twitter, avec pas mal d'émoticônes, où on va utiliser les GIFs. Ça, c'est ce que France Info avait fait à son lancement sur la météo. On va utiliser les GIFs pour informer. Il y a un journal aussi, un média en ligne, un pure player qui s'appelle Le Dranche, qui fait ça aujourd'hui, qui vous résume l'actu de la semaine en GIF. Et évidemment aussi, on a des journalistes là, comme David Gauthier, avec sa chronique L'Électron libre, qui est sur l'air du temps, qui est très sympa, très bien faite, qui s'inspire des codes des youtubeurs et qui vous résume un peu soit l'actu de la semaine, soit des choses intéressantes à mettre en avant. Quand ce n'est pas directement, maintenant, aujourd'hui, les youtubeurs qui s'essaient au journalisme. Hein, là, l'interview récente de Emmanuel Macron par Hugo Travers, et un blogueur très connu en Allemagne qui s'appelle Le Floyd, je ne suis pas sûr qu'on prononce comme ça, qui lui a interviewé Angela Merkel. Troisième famille, c'est celle du journalisme en temps réel, ou journalisme live, si vous voulez. Où là, ça s'est quand même beaucoup démocratisé ces dernières années, parce que les outils sont accessibles. Alors, ça a commencé évidemment avec Twitter et la généralisation en fait du live tweet.
Vous voyez ici avec Presse Océan, beaucoup de rédactions font ça. Donc Presse Océan, quand il y a des événements chauds, ça peut être Manif Notre-Dame-des-Landes ou des événements festifs, etc. Il y a un fil minute par minute sur ce qui se passe sur Twitter. Et puis, vous avez aussi les live chats avec les médias qui, petit à petit, ont créé en fait leur propre plateforme ou utilisent des outils, en tout cas, pour organiser le chat sur leur plateforme. Le Monde, par exemple, le fait beaucoup sur des événements à chaud. Ça peut réunir des dizaines de milliers de personnes. C'est un journalisme un peu d'équilibriste parce que ça va vite. Et donc, quand on va vite, les principes de base du métier, qui est de vérifier l'info, c'est pas toujours évident. Donc, c'est quelque chose de très exigeant. L'intérêt, c'est de pouvoir prendre aussi, évidemment, les questions, les réactions des internautes et de faire remonter aussi des contenus, des archives notamment, ce que fait très bien Le Monde, notamment sur ses lives. Facebook, évidemment, avec le live vidéo. Alors là, ça a rajouté encore d'un seul coup, le live vidéo devient accessible à beaucoup de monde et beaucoup de médias qui ne faisaient pas ou peu de vidéos y sont allés. Alors là, je l'illustre par le côté joie, c'est ce que fait Rémi Bissine sur Brut. Vous avez peut-être suivi sa façon de couvrir, vraiment sur le terrain, de façon très authentique et directe, sa façon de couvrir les manifestations des Gilets jaunes. Il y a aussi des limites à ça. Évidemment, c'est les problèmes de modération, ce qui fait que ce n'est pas non plus la révolution annoncée. Beaucoup de médias des rédactions ont fait marche arrière sur le Facebook Live face aux modérations. Dernièrement, France 3... Grand Est, antenne régionale, sur une visite d'Emmanuel Macron après profanation d'un cimetière juif. Ils ont dû fermer leur Facebook Live tellement les commentaires étaient épouvantables. Donc ça freine quand même, je pense, pas mal le développement de ce type de live. Et puis le live aussi, par la démocratisation, elle se fait aussi par des outils, à commencer par le smartphone, je vais en reparler dans un instant, mais plus largement des outils de captation vidéo qui sont accessibles. Le Figaro s'est créé son propre studio et ça ressemble beaucoup à une chaîne de télévision. Donc pas mal de médias vont dans cette dimension-là. Pour les radios, c'est encore plus simple. Il suffit de rajouter une caméra sur le talk et l'émission matinale. Et puis, vous avez aussi le journalisme mobile, qui lui, comme le fait l'Aimant Bleu, qui est un des pionniers, on va utiliser le smartphone sur le terrain pour faire remonter directement des images à la rédaction, voire sur l'antenne télé. Et ça se développe aussi fort. Dans le live aussi, je trouve ça intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de gros moyens, on peut même faire des détournements. Là, arrêt sur image, vous les voyez en incruste ici, façon commentaire de match de foot. Ils reprennent le flux de la conférence de presse d'Emmanuel Macron sur le grand débat et ils se rajoutent en incruste et ils commentent. Voilà une façon aussi intéressante de faire du live. Et on a aussi dans le live des streamers maintenant qui viennent au journalisme. Vous connaissez peut-être Acropolis, qui est un rendez-vous d'émission politique. Très écouté, qui est diffusé sur la plateforme de jeux vidéo Twitch et qui a quand même fait un super coup en recevant pendant 11 heures tous les ministres du gouvernement il n'y a pas très longtemps sur un débat live avec les internautes. La quatrième famille que je vous propose, c'est celle du long format, du long cours, du slow journalisme aussi, slow journalism. Qui en fait est une réponse assez directe à ce que je vous ai montré avant, au temps réel, à l'accélération, donc qui prend un peu le contre-pied. Avant de vous montrer les exemples, c'est assez réjouissant quand même de voir que là on disait qu'un article, pour avoir le plus de chances d'être lu, il faut qu'il fasse 1500 mots, une vidéo, si elle dépasse 1 minute 30, c'est pas bon, etc. C'est quand même réjouissant de voir qu'il y a plein de formats longs aujourd'hui qui se développent et qui trouvent leur public sur Internet aujourd'hui.
Donc, quelques exemples. Alors, il y a d'abord on va dire des super productions. Donc, des journalistes qui se sont mis au web documentaire, web série, web fiction, avec des formats souvent qui demandent pas mal de moyens et des narrations qui sont plus linéaires. C'est le cas de Do Not Track, qui est produit aussi par Arte et Upian. Voilà une série qui vous explique comment en fait, nos vies sont traquées et notre identité traquée par le web. Il y a beaucoup d'exemples, hein, j'en ai pris quelques-uns. Ici, vous avez Correspondance, où vous allez explorer les métros du monde. Ça a été fait d'ailleurs pour TV5 Monde. Récemment, un web documentaire aussi sur les nouveaux pauvres. C'est-à-dire ces urbains qui habitent Bruxelles et qui vivent moins bien que leurs parents, qui sont de plus en plus nombreux dans les métropoles. C'est un projet qui a été fait avec la RTBF. On a envie de les regarder. Je précise qu'en fait, tout ce que je vous montre, il y a des liens à chaque fois. Ma présentation sera en ligne à la fin, donc vous pourrez aller voir tous ces exemples après si ça vous intéresse. Il y a un très beau projet aussi qui a été fait l'an dernier avec l'équipe sur mobile. Donc un webdoc mais en vertical qui réutilise toutes les archives de l'équipe pour vous raconter l'épopée des Bleus pendant la Coupe du Monde, tout en encourageant les utilisateurs à partager leurs souvenirs. Ça a été un gros carton. Bon, ça c'est quand même, tout ça c'est des projets qui sont chers, qui sont plutôt audiovisuels. Et donc l'exemple récent de l'équipe, il est pas très courant, en tout cas pour la presse. C'est plutôt porté par des Arte, des France Télévisions. Dans la presse, en revanche, on a beaucoup plus, la presse en ligne, des développements de formats, de longs formats, ou ce qu'on peut appeler des longs formats en scrollytelling. L'équipe fait très bien ça aussi sur Explore. Alors, si vous adorez les magazines sportifs, voilà, vous avez des versions interactives enrichies qui sont passionnantes. Beaucoup de journaux font ça. Vous avez vu une slide de Snowfall, c'est le New York Times qui avait commencé à inaugurer ces longs formats en 2016 avec cet article Snowfall sur une tempête de neige. Les gens s'étaient retrouvés prisonniers. Et puis ça irrigue dans tous les médias en ligne. Le Temps a sa boîte à outils, le journal suisse. La presse régionale aussi fait des longs formats. La Voix du Nord avec un très bon sujet sur la désertification en fait, des milieux ruraux. Donc ça mêle photos, des longs textes, des cartes interactives. Et ça rencontre aussi un public, notamment sur les abonnés numériques. Et puis aussi le long journalisme, c'est des entretiens et des enquêtes fleuves. Là, je vous ai mis une illustration avec Mediacité. Je pense que vous pouvez penser aussi à Mediapart, ces articles très longs. The Conversation aussi, vous devez peut-être lire, qui va mêler l'expertise scientifique et journalisme. Donc de plus en plus, on va sur des récits qu'on feuilletonne, et on n'a pas le problème de la place. Ça tombe bien, contrairement aux supports historiques, les papiers ou les ondes. Donc on a beaucoup de formats longs de ce type-là qui se développent. Récemment, là encore, je crois un bel exemple, Thinkerview, qui reçoit des intellectuels, des journalistes, des politiques sur un format d'entretien très long, sans aucune coupe, avec d'ailleurs un intervieweur qui reste mystérieux et qui réunit quand même 350 000 abonnés sur YouTube et qui est soutenu fortement par sa communauté sur Tipeee. Voilà des formats sur lesquels on n'aurait peut-être pas parié il y a quelques années et qui marchent. Et puis dans le long, évidemment, il faut parler du podcast. Alors le podcast, il y a déjà toute la réécoute des radios, de ce qui est produit sur les antennes. Imaginez juste que France Culture, aujourd'hui, au mois de janvier, c'est 24 millions de téléchargements en podcast. Donc France Culture, que certains disaient confidentiel, etc. Quand on regarde le nombre de téléchargements aujourd'hui de ces émissions, c'est considérable. Et puis se sont développées aussi des entreprises comme Binge, comme Louis Média, comme Nouvelles Écoutes, qui développent du podcast natif, donc qui n'est pas diffusé en radio, qui est uniquement sur le numérique. Peut-être que vous écoutez Les couilles sur la table, si vous vous intéressez à la masculinité,
ou Bon Plan, si vous vous intéressez à l'agriculture urbaine. On va vraiment sur des contenus journalistiques de niche qui trouvent aussi leur public. Et puis le podcast, évidemment, c'est l'endroit où les médias écrits aujourd'hui se développent. Alors, le New York Times a lancé son propre rendez-vous quotidien, 2 millions d'abonnés, je crois en à peine 1 an ou 2 ans, enfin sur un temps très court. Donc ça a encouragé beaucoup de médias à le faire, Les Échos, Le Parisien, La Croix. Ouest France ici le fait, avec même une stratégie qui pas seulement de produire des formats, souvent des formats longs d'ailleurs, mais aussi d'être une plateforme qui va accueillir des contenus produits par d'autres. Et puis, je trouve que c'est quand même un signe des temps, c'est que en fait, le long vient même là où on ne l'attendait pas. Sur Twitter, le réseau social de 140 caractères au départ, l'apparition du Fred, avec ces enchaînements de tweets. Là, c'est le directeur de la pub techno du Washington Post qui poussait un coup de gueule contre les metrics et qui trouvait être une arnaque sur Internet, qui a eu beaucoup de succès. Et ça se voit de plus en plus. Et il y a d'ailleurs aussi un podcast qui s'appelle À dérouler, qui met en voie les threads les plus intéressants. 5e famille, et il faut que je me méfie de mon chrono, c'est celle du journalisme collaboratif. Là, il y a toujours eu du collaboratif, surtout dans la presse associative, participative, mais on a vraiment changé de dimension, clairement, avec les nouvelles technos. Alors, dans des formats assez simples, comme les blogs, ce que fait très bien Mediapart. Donc, voilà, on ouvre une plateforme et on valorise les billets intéressants des blogueurs. Ça, c'est des formes qui se développent pas mal. Et puis, on peut aller plus loin aussi. The Correspondent, qui est un pure player néerlandais, se lance aujourd'hui à l'international, parce qu'il a très très bien marché dans son pays. Et les journalistes considèrent que le public peut être aussi, voire plus expert que sur certains sujets. Donc, ils les associent en permanence dans la production de l'info. Et ça fait partie intégrante de leur modèle. Et puis, on a des initiatives dans le journalisme de solution. Donc, on met à contribution, comme Nice Matin, sur un groupe Facebook, les internautes. On leur demande leur avis sur les sujets à traiter. On leur demande les initiatives qu'ils ont repérées. On valorise en fait des choses constructives. Ou bien on crée un réseau de correspondants pour mailler un territoire, ce que fait les observateurs de France 24, avec des gens partout dans le monde qui font remonter de l'info sur des sujets chauds. Ou on peut faire aussi du crowdsourcing, c'est-à-dire sur un sujet précis. Là, c'est Reveal News qui le fait sur les discours haineux de l'extrême droite aux États-Unis. Ils ont des détectives bénévoles qui vont aller passer au crible les sites et faire remonter ça aux journalistes. Ou ici, NPR qui avait mené une enquête sur les décès des femmes en maternité aux États-Unis et a beaucoup utilisé Facebook pour faire remonter des appels à témoignages et trouver les visages de ces femmes et raconter leurs histoires. Fait intéressant aussi, on a des communautés qui deviennent médias. C'est-à-dire les médias se lancent dans le communautaire ou créent leur communauté. Mais là, vous avez à Cherbourg un groupe Facebook, 10 000 personnes, qui fait de l'info locale sur les sorties, les bons plans, l'agenda à Cherbourg, et qui devient un média petit à petit, au point que le groupe Publihebdo, aujourd'hui, publie les meilleurs posts et en fait une édition papier qui est diffusée à 25 000 exemplaires. Cette tendance est intéressante également. Et puis vous avez aussi la collaboration entre les médias, bien sûr. Je vous ai mis un exemple de collaboration sur du fact-checking qui a eu lieu sur la présidentielle. Donc on vérifie à plusieurs rédactions l'information. Mais un bel exemple, c'est ce qui s'est fait sur les Panama Papers. Donc l'ICIJ, qui est un groupement international de rédactions, plus de 100 pays, plus de 100 rédactions, pardon, il y a plus de 70 pays. Et voilà, pour analyser plus de 11 millions de documents, comme c'était le cas sur les Panama Papers, ça ne pouvait pas être fait seul par un seul média, évidemment. Il fallait travailler en équipe. Et on est plus fort aussi pour résister aux pressions et on a plus d'impact aussi en diffusant ces enquêtes à plusieurs. Et le numérique permet aussi ce travail, évidemment, collaboratif en réseau.
Ça se fait aussi en local. Il y a une communauté aujourd'hui qui s'appelle Data Plus Local, c'est un journocamp. Et les journalistes locaux, data journalistes en fait, se retrouvent et vont partager des jeux de données et chacun les traiter après pour leurs propres médias. Alors ça peut être sur des sujets d'où viennent les candidats aux dernières élections, quel est leur profil, quelles sont les routes qui passent à 80 km/h, quel est le tarif des péages. Ça c'est des choses très, très nouvelles dans le journalisme numérique. Sixième famille, c'est celle des robots. Enfin, plus largement du journalisme assisté par ordinateur. Donc il y a des robots rédacteurs, il y a des data journalistes, il y a pas mal des robots conversationnels, pas mal de choses dans cette famille. Une slide rapidement pour rappeler que c'est pas nouveau pour les journalistes de travailler avec l'informatique. Un des premiers à l'avoir fait, c'est Philip Meyer, journaliste américain en 1967 sur les émeutes raciales à Détroit. Il avait fait pas mal de questionnaires pour mieux comprendre le profil des émeutiers et ça a été analysé par ordinateur. C'est les premières expériences qui ont été faites de ce type-là. Mais ça s'est vraiment diffusé fortement sur les années, à partir des années 2010, à la fois par le développement de l'open data, et puis parce qu'il y a plein d'outils aussi qui se sont développés pour traiter les données ou pour les visualiser. Donc, parmi les pionniers, on peut citer The Guardian, Simon Rogers, Amanda Cox au New York Times, qui sont vraiment, les anglo-saxons étaient très en pointe là-dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une grande rédaction qui n'a pas maintenant une équipe de data journalistes. La Nation en Argentine, le China Morning Post à Hong Kong, le Berliner Post, les décodeurs, vous connaissez les décodeurs du Monde en France. Dans les rédactions locales aussi, là, je vous présente deux exemples. Le Télégramme et Ouest France, c'est deux projets qui sont issus d'un hackathon qu'on organise chaque année, West Media Lab, qui s'appelle le eBlab. L'un sur des données pour montrer la transformation en 3D de la ville de Brest, l'autre pour comprendre d'où viennent c'est les candidats en fait, à la dernière présidentielle, et donc c'est les signatures qu'ont obtenues les candidats, les parrainages. Donc ça s'est vraiment imposé aujourd'hui. C'est devenu populaire comme genre. Le Boston Globe et son enquête sur la pédophilie dans l'Église américaine, c'est du data journalisme. Ou récemment, ce que Mediapart a publié avec le travail de David Dufresne sur les blessés, sur les manifestations des Gilets jaunes, c'est aussi du data journalisme. Et ça se développe de plus en plus sur les écrans télé avec du motion design, ça s'adapte au mobile. On commence à voir du data journalisme en 3D, comme le fait le Wall Street Journal ici sur l'évolution du Nasdaq. Donc ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est quelque chose de très, très profond. La fouille de texte également se développe. Alors là, Ouest France le fait avec des équipes de recherche sur le grand débat. On analyse en fait les contributions au grand débat. Et là, c'est sur le thème du climat, la transition écologique et par rapport aux autres thèmes. Et puis aussi une frontière du journalisme computationnel, c'est tout ce qui lutte contre les fake news. Il y a pas mal de programmes qui sont lancés en France, aux États-Unis, pour faire reculer les fake news. Les robots rédacteurs, donc là, c'est aussi une autre dimension. Le rédactionnel, le contenu est automatisé par des algorithmes et des robots. Donc sur des dépêches, des choses très factuelles. Los Angeles Times l'a fait avec, il le fait toujours dès qu'il y a un tremblement de terre, automatiquement, il y a un article qui est généré par un algorithme. Syllabs le fait en France, fait beaucoup sur les élections, sur d'autres sujets. Là, c'était sur les départementales avec Le Monde. Donc 2020, les municipales, la plupart des articles que vous lirez seront écrits par des robots. Herbs aussi, États-Unis. Et si j'en avais le temps, je pourrais vous parler de Flint, qui est un robot curateur qui fait de la veille, de Zombie, qui est un robot du temps qui fait remonter des bons articles des archives, ou de ce robot qui est un présentateur virtuel en fait, de l'agence de presse chinoise, qui rend peut-être le JT plus ennuyeux qu'il ne l'était. Voilà, sur l'immersif, je vais aller rapidement pour vous parler du virtuel. Guantanamo sur Second Life, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on a du 360, ça se développe un peu partout. Ce n'est pas encore la promesse attendue, c'est
assez compliqué à produire si on veut une forte valeur ajoutée. Mais ça se développe, il y a des agences qui sont spécialisées là-dessus, comme Okio Studio ou Targo ici. Et puis il y a aussi l'immersif par le drone, il y a l'immersif dans la rue, comme le fait Taranis News, ou l'immersif aussi, c'est quand même aussi le podcast, en se glissant au creux de l'oreille. Et le news game, où on joue l'info, et donc ça permet de se mettre dans la peau d'un personnage. Il y a plusieurs exemples que vous pourrez retrouver dans ma présentation. Pour conclure, vous voyez toutes ces transformations, ça montre bien que c'est plus l'antichambre ou la division 2 du journalisme, le journalisme numérique. C'est plus non plus le journaliste qui va à tout faire, ça se spécialise de plus en plus. C'est un terrain passionnant. Et je dirais juste en un mot que les nouvelles technologies, pour paraphraser Michel Serres, je pense qu'elles libèrent le journaliste de tâches répétitives et l'obligent à être plus intelligent. Et un des grands défis, maintenant, ça va être la bataille de la confiance. Et je pense que le numérique doit permettre de renouer ce lien encore plus fort entre le public et les journalistes. Merci de votre attention. Désolé d'avoir un peu débordé.